Ciao ragazzi, bienvenue à tous dans un nouveau numéro du podcast de la Beneamata. Asseyez-vous confortablement parce que c'est pas tous les jours qu'on est au deuxième meilleur endroit du monde après Giuseppe Meazza. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro du Focus. Bonjour à tous les champions d'Italie qui vont nous écouter sur ce podcast. L'Inter prend son 20e Scudetto. La deuxième étoile est en train, et déjà on peut dire brodée sur le futur maillot de l'année prochaine de l'Inter Milan qui s'impose sur la pelouse du rival milanais 2 buts à 1, but de Francesco Acerbi avec Marcus Thuram qui vient abattre la foudre sur San Siro. Et on va revenir sur tout ça, on va revenir sur l'Inter champion d'Italie, sur les joueurs clés, sur Inzaghi, sur la direction, sur bref, on va revenir sur tout ce qui a fait que l'Inter prend cette deuxième étoile en 2024. Et pour en parler, j'ai un plateau 2 étoiles, parce que c'est la deuxième étoile aujourd'hui, mais je pourrais dire 5 étoiles en temps traditionnel. Comment ça va, P5? Ciao Karim, ciao à l'autre membre de la Benamata que je vais pas spoil quand même pour laisser les gens un petit peu sur l'écoute. Bah écoute, franchement, est-ce que on a besoin aujourd'hui de nous demander notre humeur? Alors regarde, c'est Giornata di festa, jour de fête aujourd'hui, forcément on doit tous être heureux, tous satisfaits et on espère qu'on va pouvoir profiter et kiffer cette fin de saison tous ensemble. Eh oui, parce que l'Inter prend, comme je l'ai dit, le 20e Scudetto. La Capolista ne se ne va plus puisqu'elle est déjà championne. Lorenzo, comment ça va? Buongiorno a tutti, bah, la seconda stelle est enfin là, on l'attendait et en plus on afflige encore une petite défaite au Milan qui a 6 défaites de suite avec un 14-2 au total. Et oui, le record continue, 6 victoires consécutives dans les derbies face au Milan. Ça n'était jamais arrivé dans l'histoire. On va commencer un petit peu les stats par-ci par-là. Ça n'était jamais arrivé dans l'histoire. Évidemment, en cumulé, ça fait pour le moment 14-2. La raclée est monumentale. Et pour du coup, pas vraiment introduire un sommaire, parce que vous savez qu'on va revenir un peu sur cet Inter champion d'Italie globalement, avant qu'on y revienne en profondeur, évidemment, en fin de saison, dans le bilan de fin de saison dont vous avez l'habitude. On va revenir un peu déjà sur ce match-là et ce qui a fait ce titre de champion d'Italie. On va revenir sur Simone Inzaghi. Voilà, c'est le moment tant attendu que le Lemon Ball attendait. Marotta, Ausilio, on en parlera. Et on parlera justement aussi un peu du mercato que Ausilio nous a un petit peu spoilé hier, si je puis le dire. Et on finira évidemment par les joueurs clés, les joueurs importants, les joueurs qui nous ont permis d'avoir cette deuxième étoile, ce 20e Scudetto. Et puis évidemment, on terminera par le traditionnel quiz. D'ailleurs, le grand quiz est toujours disponible, les gars, sur la chaîne YouTube, sur la chaîne Spotify. Il est évidemment un petit peu plus long que les autres, mais allez le voir, franchement, ça vaut le coup. Et en plus, il y a eu une lutte acharnée jusqu'au bout, donc vous allez kiffer. Et puis surtout, essayer évidemment de répondre aux questions en même temps que Fédé les pose sur le podcast. Et évidemment, n'oubliez pas de bien vous abonner sur la chaîne YouTube et sur la chaîne Spotify. Les 5 étoiles, évidemment, sur Spotify, ça prend à peine 2 secondes à faire. Vous pouvez aussi laisser d'ailleurs des commentaires sur Spotify. J'en ai relevé quelques-uns là sur les dernières semaines qui donnent de la force. Donc, merci beaucoup, les gars. On continue bien évidemment. Et on va rentrer immédiatement dans ce podcast avec l'Inter, du coup, championne d'Italie, 20e Scudetto, comme je l'ai répété. Victoire 2-1 face au Milan. L'Inter qui prend le Scudetto sur la pelouse de son rival, en le battant une 6e fois consécutive et en lui infligeant le triste pour eux défaite de 14 buts à 2. P5, voilà, l'arbitre a sifflé la fin du match hier. Scène de liesse, évidemment, de joie à partir de 22h45 qui se sont évidemment qui ont continué toute la nuit jusqu'au matin où on a pu voir voilà, un live Instagram avec le président Zhang, avec Çalhanoğlu, avec Thuram à moitié réveillé. On ne sait pas s'il était totalement réveillé sur ce live Instagram, mais ce concept est simple, bah, c'est que l'Inter prend un scudetto supplémentaire et brode la deuxième étoile sur son maillot. Ouais, bah une nuit, on va dire une soirée puis une nuit riche en émotions du côté de l'Azzurro. Écoute.
J'ai envie de te dire que la victoire d'un titre, la victoire d'un trophée, ça se fête toujours. Qui plus est, quand celui-ci il aborde, on va dire, plusieurs symboliques, hein, parce que ce match, au-delà, on va dire, de la conquête d'une deuxième étoile, c'était au-delà de ça un derby. Qui plus est, face à ton rival chez lui. Parce que voilà, historiquement et symboliquement, le Milan recevait. On l'a vu notamment après au niveau de la célébration avec le jeu de musique assez élevé pendant la célébration. Mais tout ça pour dire que voilà. Cette soirée restera dans les mémoires, pas seulement pour le titre de l'Inter, mais aussi pour le fait que tu chippes la deuxième étoile à ton concurrent, puisque faut aussi noter que le Milan était également à 19 Scudetti. Donc la bataille du début de saison, en fait, c'était pour savoir qui prenait tout simplement la deuxième étoile en premier. Quand tu rajoutes à ça le facteur rivalité entre les deux équipes, plus le scénario du match et les dernières confrontations, enfin, si on arrive à s'y retrouver dans mon propos un petit peu flou, en fait, c'est tout ça pour dire finalement que ce match restera, encore une fois, et l'Inter, si on revient sur un aspect purement footballistique, mérite aussi cette victoire parce qu'elle s'est donné les moyens, à l'image de sa saison, de mettre un Milan en grande difficulté, notamment sur la première heure de jeu. Donc, un peu confus mon propos pour être honnête, mais ça traduit, je pense aussi, la joie que tous les tifosi là ressentent depuis maintenant quelques heures. Mm. Lorenzo, c'est vrai que cette Inter qui prend son scudetto sur la pelouse, sur sa pelouse entre guillemets, mais qui pour ce soir n'était pas sa pelouse, était celle du San Siro, celle de Milan, prendre le scudetto face à son rival en lui infligeant une défaite supplémentaire. Est-ce que c'est pas finalement un peu le symbole de la saison de l'Inter qui, mine de rien, n'a connu pour le moment qu'une seule défaite en championnat, qui a roulé littéralement un peu sur cette Serie A du début jusqu'à maintenant, cette 33e journée, l'Inter qui est championne avec 5 journées d'avance. C'est arrivé de très rares fois dans l'histoire de la Serie A. Le Torino l'avait fait, la Juve l'avait fait aussi une seule fois lors de toute sa domination. Le Napoli aussi l'avait fait l'année dernière. Et une certaine équipe de l'Inter l'avait aussi fait il y a quelques années maintenant, il y a un petit peu plus d'une dizaine d'années. Donc voilà, l'Inter un petit peu bis repetita sur ce domaine-là. Mais Lorenzo, hier soir plutôt, c'était vraiment un peu juste le symbole, l'acte un peu de fin pour montrer que oui, cet Inter a écrasé la Serie A durant toute la saison et ça a été encore un symbole hier soir. Ça a été un symbole, surtout que on doit le rappeler qu'il y a 2 ans, Milan, il y avait eu un Inter Milan ça avait joué pour le titre et que Milan, au final, au fin d'une saison incroyable, avait réussi à nous skipper, la 1re place et à prendre ce titre et nous empêcher d'avoir la deuxième étoile sur le coup. Je pense sur ce match, c'était une belle vengeance, surtout sur Milan, pour rappeler ce qu'ils nous avaient fait, il y a 2 ans. Donc c'était pour ça que moi hier, franchement, à la fin du match, mais j'attendais qu'une chose, c'était le sifflet final. Surtout un match avec de la tension, de l'intensité. Il y avait tout, vraiment, on se ressentait sur le terrain. C'était le dernier derby de la saison. C'était vraiment le synonyme d'une saison. Une Inter qui a dominé tout le monde en Serie A, qui a battu tout le monde. La seule défaite est face à Sassuolo, qui d'ailleurs, quelque chose d'assez ironique, l'Inter aura peut-être la chance de les envoyer en Serie B, notre départ de nombreuses saisons. Heu, Vraiment là, cette saison, on ne peut que dire une chose, c'est bravo à la direction, bravo à l'équipe, bravo à Inzaghi, qui montre enfin qu'il n'est pas qu'un entraîneur de Là, on peut voir vraiment que ça a été, comme je l'ai dit, cette continuité sur la saison P5 pour continuer un peu sur cette Inter championne pour élargir un peu plus que le match d'hier soir et sans passer tout de suite aux individualités. On a senti un peu dans le match en lui-même aussi hier, l'Inter qu'on a connu en fait tout au long de la saison parfois, cette équipe qui se crée énormément d'occasions et encore une fois hier a été un des symboles qu'on a vu contre l'Atlético, qu'on a vu contre Bologne, qu'on a vu Bologne en Copa, enfin on a vu un peu tout du long de la saison avec certaines désillusions, une Inter qui dominait et puis qui, mine de rien, n'a marqué qu'un tiers, un quart de ses occasions, parce que si l'Inter est juste un petit peu plus clinique, ça peut finir en manita ce match, comme d'autres matchs auraient pu finir sur des scores bien plus graves. Donc voilà, c'est aussi un peu ces imperfections qu'on a pu voir aussi à P5 hier. Mais ce qu'on a vu majoritairement, c'est ce groupe. On a pu le voir justement aussi au fur et à mesure des célébrations, du live Instagram dont je parlais
qui a eu lieu dans la journée de mardi. Mais c'est vraiment P5, on peut le répéter évidemment à chaque Scudetto, parce qu'il n'y a pas qu'un joueur sur un terrain, mais là, c'est vraiment la victoire d'un groupe, pas que de 11 joueurs. Là, c'est vraiment le groupe de 23 joueurs, plus voilà, des recrues du mercato d'hiver, plus la direction, plus le staff technique, plus le staff médical. Donc là, c'est vraiment une victoire d'un club où, même dans les célébrations, on voit que c'est tout un club un peu qui était en transe. Et c'est ce qui a reflété l'Inter du premier match contre Monza à aujourd'hui. P5, c'est vraiment un groupe qui s'est construit dans la défaite de la Ligue des Champions, dans le traumatisme entre guillemets de la perte du titre en 2022 et qui s'est construit voilà depuis on peut dire 2018, 2019 grosso modo, 2018 qu'il est arrivé de Lautaro, 2019 qu'il est arrivé des recrues majeures comme Bastoni, Barella et autres. Et ce groupe-là, P5, arrivé vraiment à maturité aujourd'hui en 2024, a fait cette saison-là de Serie A pour arriver à cet objectif, la deuxième étoile. Ouais, mais il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret, Karim, hein. Le football est un sport collectif. Donc, quand tu gagnes un titre, forcément, cela est dû à un travail de plusieurs personnes main dans la main. Et comme tu l'as justement décrit, je pense qu'il faut voir cette victoire du titre de champion d'Italie comme peut-être pas l'aboutissement, mais la conclusion et on va dire le travail et la récompense justement d'un cycle, le cycle Inzaghi qui avait commencé, on va dire, avec des choix subis, puisqu'évidemment, avec les problèmes économiques et financiers qu'on connaît, hein, à la Nostra Inter, on a dû faire des choix et Inzaghi a dû s'adapter. Ça n'a pas été évident. Ce groupe aussi s'est forgé par les cicatrices qui sont apparues au fur et à mesure de son chemin. Tu les as résumés, les échecs européens, notamment en Ligue des Champions, même si est-ce qu'on peut parler d'un échec, l'échec pour le Scudetto 2022. Tu as eu évidemment des événements qui ont fait finalement que ressouder ce groupe. Et petit à petit, encore une fois, enfin, j'ai envie de te dire, le travail finalement a payé. Ce cycle Inzaghi s'est montré finalement victorieux. Et je pense que tout le mérite revient avant même les joueurs à la gestion du club, malgré les gros problèmes qu'il y a. Et il faut évidemment être honnête là-dessus. Économiquement, c'est assez compliqué. Mais tu as quand même réussi à faire de quoi et à t'adapter à à cette situation complexe, pardon pour, euh, pour créer quelque chose de viable à court terme. Et la récompense, encore une fois, les fruits de ton travail apparaissent aujourd'hui. Donc c'est, comme je le disais, une étape très importante. J'espère que ce n'est pas l'aboutissement de ce cycle-là, mais force est de constater qu'après avoir subi un petit peu la situation et le contexte du club, Inzaghi a réussi cette saison finalement à mettre sa patte très clairement sur cette équipe et ça se ressent encore une fois dans la domination qu'il y a eu pendant les deux tiers de la saison. C'est ça qui a tout résumé parfaitement. C'est dû à la direction, c'est un travail de nombreuses années. Comme disait Marotta, en fin de match, à la fin de la rencontre et de cette fête qui va continuer tout le long de la soirée jusqu'au titre, qui nous sera remis, si je me trompe j'ai pas la date, donc je sais plus quand il sera Le remis. 18 Contre ou la 19 Lazio. mai. C'est Le 18 ou le 19 mai, la contre la Lazio. À domicile, 19 mai? avant-dernière journée. C'est sûr que le travail était long et il va continuer parce que de ce qu'on voit avec le club, ils ont encore d'autres objectifs, à atteindre. Marotta a été clair et a dit: «Nous, maintenant, on va viser la Ligue des champions aussi». On on sent que l'équipe, la direction et l'entraîneur ont pour ambition de créer un cycle de la gagne comme la Juve et même peut-être de faire mieux que la Juventus et d'essayer d'atteindre cette troisième étoile, le plus rapidement possible. Et vraiment, on peut que être fier du travail effectué parce que comme on le dit toujours, on dit: «Bravo Marotta», mais c'est vrai qu'on félicite pas aussi Ozilio qui fait sa part de travail dans l'ombre, comme tout l'organigramme de l'Inter. Tu as fait un superbe post d'ailleurs sur Twitter, X maintenant, mais de rem travail des cuisiniers, de ceux qui s'occupent des entraînements, de tout ça. C'est un travail mais qui est, collectif et vraiment le club a très bien travaillé et on peut être très fier d'eux. Messieurs, on va passer à notre ami quand même Simone Inzaghi, parce que voilà, si il y a un artisan qui a amené cette deuxième étoile, c'est bien Simone Inzaghi. Il prend son premier Scudetto et il l'a attendu celui-là après le raté de 2020 avec l'année Covid, avec la Lazio où cette Lazio s'est effondrée, c'est pas passé. 2022, il aurait pu prendre son premier avec l'Inter
Euh, c'est pas passé à sa première saison non plus, perdu à la dernière journée. 2023, bon voilà, il a même pas existé et l'Inter ne l'a pas eu non plus. Et là, cette année, lors de sa troisième saison, arrivée en 2021, euh, là voilà, c'est la saison de Simone Inzaghi, c'est la saison du titre, c'était l'objectif principal de Simone Inzaghi, objectif rempli. Et Lorenzo, on sentait un peu cette tension, un peu tout le match d'Inzaghi qui bougeait partout. Bon, on a l'habitude qu'il bouge partout. Hein. Quand Inzaghi sera calme sur son banc, là, je commencerai à m'inquiéter. Mais là, vraiment, on sentait que c'était pas entre guillemets de la tension parce qu'il avait peur de perdre le titre. Il y avait 14 points d'avance. Évidemment, c'était pas de la tension de perdre le titre, mais c'était vraiment de la tension où voilà, bon, on joue ce match, mais voilà, vite qu'on marque des buts, vite qu'on gagne, que l'arbitre siffle la fin de ce match et que officiellement, dans ma tête, mathématiquement, entre guillemets, comme on dit, que ce Scudetto soit officiellement à moi, à nous, entre guillemets, en tant que groupe Inter, en tant que Inter, comme l'a dit P5, Lorenzo, vraiment au coup de sifflet de l'arbitre, on a vraiment senti à Inzaghi libéré, même sur les images qu'on a pu partager, notamment sur les réseaux sociaux. Tu sens toute la libération de ce poids un peu du Scudetto qui lui pesait depuis l'époque Lazio, hein, parce que comme j'ai dit, il était candidat sérieux pour gagner ce titre en 2020. Et là, Lorenzo, c'est bon. Simone Inzaghi a enfin gagné son premier Scudetto. Bah, il avait hâte parce que même si lors de la fin du match, il a déclaré que depuis mars, il savait que le Scudetto était acquis, il avait hâte que enfin ça soit officiel. De se dire, je vais enfin mettre un terme à cette rumeur comme quoi je suis un entraîneur de coupe et seulement de coupe. Là, toute la saison, il a prouvé qu'il était capable d'être un entraîneur régulier pendant toute une saison. Le travail effectué le montre. Et comme tu as dit, ses nombreux échecs ne lui ont fait qu'apprendre et continuer son apprentissage. Et vraiment, ce qui me choque, moi, avec Inzaghi, c'est que j'ai surtout cette impression que le coach ne peut que progresser. Il a encore une grosse marge de progression sur beaucoup de points, mais déjà tactiquement, je trouve que c'est un des meilleurs tacticiens italiens et il a tout un avenir tracé pour devenir une légende de l'Inter, mais aussi des entraîneurs italiens, de vraiment imposer quelque chose dans la durée. C'est pour ça que je pense qu'ils vont continuer à jouer avec lui, de l'avoir avec eux pour continuer ce cycle de la gagne et que cette année, ce n'est que la mi-parcours, en répétant les termes de Marotta. Mais moi, je trouve que aussi une marque pour lui est d'imposer quelque chose parce que, souvenez-vous, l'année dernière, beaucoup disaient quand ça allait mal, oui, mais c'était la fin de l'Inter de Conte. Il a beaucoup tourné avec le rythme que Conte avait imposé à cette équipe. Ce n'est pas son Inter. Mais cette année, l'Inter qui est composée, elle est pour lui. C'est lui qui a un peu remanié cette équipe. Regardez son père Skriniar, qui a été un taulier avec Conte par Pavard, qui a été incroyable. Même Darmian, quand il devait remplacer à ce poste, Bitek. Vraiment, on sent que cette équipe, c'est plus l'équipe de Conte, c'est l'équipe d'Inzaghi maintenant. Et il l'a montré cette année en l'ayant très bien composée et en ayant vraiment eu mais une équipe extraordinaire derrière lui. Et d'ailleurs, P5, comme disait Lorenzo, il y a ces 6 trophées du coup gagnés par Inzaghi. Donc maintenant, on rajoute du coup le Scudetto évidemment à ces 6. Le record est à 7. Ça fait entre guillemets une petite Copa, Super Copa qui arriveront bientôt pour évidemment continuer à la regagner parce que la Super Copa c'est quand même habituel sous Simone Inzaghi, il les a toutes pris. Donc évidemment, ça sera le premier trophée qu'il pourra gagner la saison prochaine. Donc il pourra égaler ce record, potentiellement le dépasser si back-to-back l'année prochaine. Mais au-delà du nombre de trophées, je pense pas que c'est le nombre de trophées, même si ça le fera entrer dans la légende parce que ce sera l'entraîneur de l'Inter le plus titré bien évidemment. Mais dans la marque qu'il va laisser, l'aspect Scudetto, déjà, deuxième étoile, sera fort, il sera cité très rapidement comme parmi les meilleurs entraîneurs de l'Inter parce qu'il sera assigné à cette deuxième étoile. Mais aussi P5 sur Café Inzaghi, et c'est important ce qu'a dit Lorenzo, c'est que là, c'est pas une équipe de Conte qui a gagné, parce que c'est vrai que c'était quelque chose qu'on pouvait dire souvent, à juste titre au début, mais peut-être à la fin, on voyait peut-être un peu trop
L'Inter de Conte, là, on n'aurait pas dû l'avoir parce que c'était pas la même Inter qu'on voyait. Là, P5, sur la tactique qu'on a vue cette saison, sur les circuits de passe qu'on a vus cette saison, sur les circuits de jeu qu'on a vus cette saison, sur la progression de certains joueurs, sur la métamorphose de certains joueurs, qu'on ne va pas spoiler évidemment, on va y revenir dans leur partie consacrée, mais vous savez déjà un peu de quel joueur je vais parler parce que je parle toujours de joueurs quand je parle de métamorphose ou Simone Inzaghi. Là, P5, c'est vraiment son Inter à lui, ses joueurs à lui, entre guillemets. Il y a eu des remaniements, c'est plus les mêmes joueurs. Entre guillemets, Conte avait gagné avec un Andanovic, Skriniar, De Vrij. Là, Inzaghi gagne avec un Acerbi, Pavard, Sommer. Et la liste peut être encore longue. Lukaku pour Conte, Marcus Thuram pour Simone Inzaghi. Donc sur le style des NJIT, il y a une différence marquée. Sur le style de jeu, il y a une différence claire et marquée. Euh, Là, il y a aussi l'aspect où tu passes quand même les poules, c'est pas juste tu prends un scudetto et que tu as balancé un peu la LDC par-dessus la jambe et que t'es pas passé les poules. Là, tu les as passés, tu es allé en huitième jusqu'au bout du bout et une séance de penalty. Là, P5, vraiment, c'est une Inter, c'est un scudetto marqué Simone Inzaghi offert. Oui, ah bah, très clairement, hein. Très clairement, Inzaghi a une part importante dans cette victoire, même s'il faut la recontextualiser dans un contexte collectif. Moi, j'irais même plus loin que ça. Et vous me direz ce que vous en pensez, les gars. Moi, je pense qu'au-delà du fait qu'Inzaghi ait construit son équipe et ait construit cette Inter, pas que sur cette saison, hein, évidemment, il ne faut pas oublier le travail, encore une fois, sur ces 2 premières années où, certes, il s'inscrit dans la continuité d'Antonio Conte, mais il y rajoute et se sert intelligemment, évidemment, des préceptes de Conte, notamment avec l'animation défensive. Puis, il rajoute petit à petit sa patte. Mais moi, au-delà de ça, les amis, je trouve vraiment que Inzaghi a aussi construit son identité. Sa propre identité qui, aujourd'hui, à l'échelle européenne, est reconnue. Alors, certains aiment, certains n'aiment pas. Ça, c'est la subjectivité footballistique qui parle. Mais je trouve vraiment qu'il a aussi trouvé son style. Tout simplement son style, parce qu'il a aussi eu l'opportunité, au fur et à mesure des saisons, et grâce à la confiance du board, qui, il faut le dire, a quand même été patient, parce que n'oublions pas, encore une fois, qu'Inzaghi, il y a de cela, allez, 1 an et quelques mois, il était sur le départ, hein. Il était clairement sur le départ, et après les nombreuses défaites à domicile, il y avait la Fiorentina, Monza, tout laissait à penser qu'Inzaghi allait être éjecté. Mais finalement, certaines raisons ont fait qu'il est resté, et le temps lui a donné raison. Mais je trouve vraiment que ce titre lui correspond également, et on doit lui tirer notre chapeau parce que ça a été aussi un entraîneur qui a été capable de se remettre en question. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir avec beaucoup de techniciens qui sont entêtés dans leurs idées. Lui, il a su évoluer, et il a su finalement, grâce à ses évolutions, adapter aussi son collectif cette saison avec, comme tu l'as dit, de nombreux changements. Nombreux changements aussi qu'il a réclamé. Il a eu le matériel dont il avait besoin pour conquérir ce titre qui était l'objectif principal. Il a réussi, félicitations à lui. Mais moi, au-delà de ça, évidemment qu'il va rester dans l'histoire du côté de l'Inter parce que ce titre-là est encore plus significatif que les autres. Mais au-delà de ça, je trouve peut-être que pour lui, individuellement parlant, il a peut-être trouvé sa vraie manière de fonctionner. Après pas mal de tâtonnements, alors oui, il a le matériel, oui, il a des grands joueurs à sa disposition, mais quand même, je trouve que au-delà du contexte Inter, Inzaghi a peut-être sa marque de fabrique et sa ligne de conduite pour toute sa carrière d'entraîneur. Il a su insuffler quelque chose parce que Lautaro, je pense qu'au début, on n'aurait jamais cru qu'il puisse devenir un leader comme il l'est aujourd'hui. Barella, même lui, tu sentais pas qu'il pouvait être à ce point leader. En fait, je trouve qu'il a su insuffler, quelque chose à ses joueurs, une sorte de leadership, que sous Conte, par exemple, on voyait pas à ce point. Des Il a su responsabilités. vraiment Des responsabilités. Rappelle-toi de la première conférence de presse. Non, c'est pas une conférence de presse, c'est un entretien de Bastoni quelques semaines, mois après l'arrivée d'Inzaghi, qui explique que avec l'ancien coach de la Lazio, il explique qu'il a beaucoup plus, ils ont beaucoup plus de liberté. Et à partir de là, forcément, quand tu as de la liberté, ça implique des responsabilités. Donc à partir de là, quand ça fonctionne, tu prends confiance. Et quand tu prends confiance, bah forcément, tu peux t'inscrire en tant que cadre et aider les autres à se monter vers le haut. Tout simplement, et c'est puis encore une fois, c'est un cercle vertueux. ouais et puis surtout, tu remarques que l'année dernière, ils avaient maintes et maintes occasions de le lâcher, de dire: «C'est bon, on l'abandonne, ça marche pas» et ils l'ont jamais lâché. Ils ont toujours été derrière lui. Limite, les joueurs qui l'ont lâché, aujourd'hui, on ne les voit plus parce qu'ils sont partis.
ceux qui l'ont Bah, après, vraiment lâché. après, faut être honnête aussi, hein, la saison dernière, il y a des questions économiques qui font que tu peux pas le licencier. Et je me rappelle aussi de quelques déclarations de Marotta qui lui rentraient dans l'art publiquement. Voilà. Et je pense aussi ça lui a fait du bien. Et c'est peut-être ça, hein, qui lui a permis d'avoir un déclic et de se dire, ok, j'ai pas le choix, il faut que j'inverse la tendance. Donc ça lui a permis de faire évoluer et aussi de se rendre compte de ses erreurs. Parce que peut-être que sur le moment, tu ne t'en rends pas compte, mais avec le recul et un peu plus à froid, bah, tu dis que là, tu peux faire mieux, tu peux faire mieux. Tu corriges un détail, puis deux, tu vois que ça Ouais, mais fonctionne. ça Toi prouve aussi, que en tant c'est que un coach, bon tu prends coach. confiance. Ça prouve que c'est un coach qui est incroyable parce que tu as Exactement, des coachs, quand ils sont critiqués par leur direction, eh bien, ils baissent les bras. Ils ne bien veulent sûr. plus rien entendre. Lui, tout de suite, il a su se remettre en question. Et c'est aussi, tu vois, moi, c'est ce que je veux mettre en avant, c'est le groupe qui est toujours derrière lui, à chaque instant. Et ça prouve à quel point cette équipe, moi, en fait, elle me fait un peu penser à Liverpool, ce que Klopp, il influe à Liverpool, tu vois. Une sorte de groupe, et le groupe est important. Alors certes, ça n'a pas toujours de la chimie entre les joueurs, comme dans Liverpool, mais ça marche et ils sont toujours derrière leur coach. Et moi, je pense, plus Inzaghi va avancer, et plus il va gagner de titres. Et ça, c'est sûr et certain que moi, pour moi, le record de 7 titres, il va le battre assez rapidement et il va même l'agrandir. Mm. Pour revenir aussi un peu sur mixer un peu le présent et le futur un peu pour Inzaghi, sans évidemment spoiler un peu le prochain thème qui arrive juste par la suite. Là, Inzaghi aura évidemment des objectifs. Alors, Marotta a parlé objectif LDC, il a bien dit l'objectif ultime. Donc l'objectif prochain, clairement, et ça on le sait, et c'est chaque année la même chose depuis l'année 2020 et le Scudetto de la Juve de Sarri, c'est de faire un back-to-back. Personne ne l'a fait depuis la Juve de Sarri l'a pas fait, Inter de Conte non plus, le Milan de Pioli non plus, et le Napoli de Spalletti ne l'a pas fait. Donc Inzaghi peut être le premier coach depuis Allegri à faire un back-to-back, donc mine de rien, ce qui n'est pas commun en Serie A sur les dernières années avec la multitude de vainqueurs. P5 aussi pour sur cet aspect un peu de présent-futur avec Inzaghi. Évidemment, il y aura évidemment beaucoup de choses à améliorer pour la saison prochaine, savoir enfin rivaliser sur les deux tableaux, parce que pour le moment, aucune équipe qui n'a fait le back-to-back n'a pu rivaliser sur les deux tableaux en on va dire, étant respectueuse des deux compétitions. Je parle surtout, entre guillemets, du rang que peut occuper ces équipes italiennes en Ligue des Champions, où, bah, mine de rien, c'était toujours un fail. On peut voir avec le Napoli cette année, même si ça fait huitième, mais on devait en attendre plus pour un champion d'Italie, le Milan, l'Inter, etc., etc. Euh, là, Inzaghi va être sûrement aussi P5 conforté dans son équipe. Il n'y aura pas tellement de changements, on va parler un peu mercato. Pour toi, comment Inzaghi peut se challenger l'année prochaine, évidemment avec la fin de saison qui arrive, mais sans parler d'objectifs, mais je veux dire, comment entre guillemets se renouveler, comment réussir à créer une nouvelle émulation, parce que on sait qu'un titre peut apporter un peu de confort, de relaxation, et le confort, c'est un peu l'ennemi du sportif. Et 5, pour toi, quelle clé peut utiliser Inzaghi pour bousculer un peu ce groupe l'année prochaine et les faire enchaîner sur un back-to-back? Est-ce que Inzaghi, pour toi, a les clés là maintenant à l'heure actuelle pour bousculer son groupe actuel et les amener à faire ce back-to-back? Est-ce qu'il a les clés? Honnêtement, ce sera assez prétentieux de te dire que je le sais. L'avenir nous le dira. On a vu que sur les situations un peu plus compliquées, il avait peut-être tendance un petit peu à bifurquer à gauche à droite. Donc, est-ce qu'il va réussir à avoir l'autorité et on va dire la mentalité pour parvenir à cet objectif? Je ne sais pas. Après, si tu me demandes mes suggestions personnelles, je pense qu'il y a encore bah, une dizaine d'années, hein, la décennie 2010, il y a une équipe qui est la Juve et qui a réussi à faire une série assez impressionnante, hein, en régnant quasiment seul sur le championnat national. Ça peut être une source de motivation de rester au top niveau pour. Alors, évidemment, je n'ai pas la prétention de dire que l'Inter doit gagner les 7 prochains titres, mais au moins te fixer ça dans un coin de ta tête afin de te booster du moins en championnat. Après, évidemment, on est obligé d'en parler quand tu es temps. Tu as gagné toutes les coupes nationales, tu as tout gagné au niveau national. Tu es obligé d'aller voir à l'échelle européenne. Surtout quand tu restes il y a moins d'un an sur une finale de Ligue des Champions. Donc je pense qu'il va y avoir les objectifs, il va y avoir de quoi tout simplement nourrir les ambitions de ce groupe, qui plus est avec les ajouts qualitatifs et les quelques changements en termes de joueurs qui vont apparaître et qui vont encore une fois pousser, je pense,
les actuels campioni d'Italia à une nouvelle fois se surpasser parce que c'est des joueurs top mondiaux hein, qui sont pour l'instant en train d'arriver et on ne sait pas de quoi l'été sera fait. Donc entre le mercato et aussi, on va dire, le passif de la Juve en ligne de mire, je pense que l'Inter a largement de quoi récidiver ses bonnes performances. Surtout qu'au-delà de ça, dans l'aspect tactique, peut-être qu'Inzaghi, il y a encore quelques points sur lesquels il aimerait revenir, notamment la gestion des temps faibles qui des fois peut laisser à désirer. Mhm. Lorenzo aussi, du coup, pour passer un peu au prochain thème, ça fait bien la transition. Et maintenant, si on peut le titrer comme ça, l'Inter est champion d'Italie. La saison prochaine va se profiler rapidement. On est déjà quand même fin avril. Le mercato va bientôt s'ouvrir. J'aimerais quand même qu'on parle de Marotta Ausilio un peu dans cette partie qui ont contribué justement au succès de cette Inter avec en ramenant évidemment toujours les bons coups habituels avec Pavard arrivé pour 30 millions, Sommer arrivé pour 6,5 millions, Thuram arrivé libre. Donc voilà, on connaît d'ailleurs Marcus Thuram qui a bien rappelé au président Zang qu'il est arrivé libre et qu'il attendait un cadeau de sa part en contrepartie. Euh, comme je disais, Lorenzo, ce groupe ne va pas forcément énormément bouger. Là, Dumfries a parlé dans les dernières heures que ils allaient discuter pour prolonger son contrat. Ozilio a parlé aussi récemment, il y a quelques heures aussi, que il y a une volonté certaine et affirmée de prolonger Lautaro, que Barella aussi c'est en cours pour réussir. Voilà, comme d'habitude, sécuriser les actifs du club, en sachant que déjà les contrats de Barella et de Lautaro courent jusqu'en 2026, donc il y a un petit peu urgence, mais pas trop non plus. Euh, le reste de l'équipe n'est pas sur les mêmes rumeurs que l'année dernière où on en a un mois un peu avant la finale de LDC. Ça commençait déjà à envoyer des rumeurs pour le faire partir, même d'autres joueurs et tout. Là, on sera sur un effectif qui sera beaucoup plus stable aussi, Lorenzo, pour, euh, pour la saison prochaine. Le travail de Marotta et Ausilio, tu le quantifies comment un peu aussi sur ce Scudetto-là, parce que c'est vrai qu'on parle tout de suite des joueurs et du coach, mais Lorenzo, il y a aussi le travail justement de cette direction qui a fait du bon travail et qui va devoir continuer à en faire à l'été 2024. Bah, déjà, ça a commencé niveau travail, parce que on a déjà Zielinski qui va arriver gratuitement cet été avec Taremi. Donc déjà, tu sais que ton attaque cette année a été ton point fort, mais aussi ta faiblesse au niveau des remplaçants. Tu trouves un remplaçant digne de ce nom. Après, il faut voir comment il va s'adapter, mais d'un autre calibre qu'Arnautovic cette saison. Et tu as Zelensky. Alors Zelensky, même si on a des gros doutes un peu, surtout moi, sur son niveau, car cette année, c'est assez affligeant, mais bon, c'est Naples. Cette année qui s'est complètement cassé la figure. En tout cas, de ce qu'on a pu lire, Inzaghi attend quelque chose, parce qu'il a quand même déclaré en fin de match: «Je sais que nous avons des finances un peu restrictives, mais on peut se faire un coup de folie». Donc, c'est à voir dans quel secteur tu vas faire. Mais cela montre, d'un autre point de vue, qu'il a confiance en sa direction et que sa direction a confiance en lui et qu'ils sont prêts à tout mettre en œuvre pour construire cette équipe et continuer à travailler pour atteindre un autre objectif. Donc c'est pour répondre un peu à ce que disait Gualtiero, mais Marotta y a répondu aussi en disant: «Nous cherchons la Ligue des champions», et c'est sûr et certain que de remporter une 4e Ligue des champions nous ferait énormément plaisir, mais il faut y aller petit à petit et pas faire les mêmes erreurs qui a été commises par la Juventus à trop vouloir cette Ligue des champions et à mal se construire derrière. Je pense que honnêtement, on peut se fier à nos dirigeants sur ce point-là. Si ça parle de prolongation de Dumfries et que vraiment il y a une envie des 2 parties de continuer, Barella, Lautaro, ça fait un moment que leur prolongation, on en parle et que ça va entre de bonnes voies. Après, à voir avec d'autres. Si on continue par exemple avec certains joueurs comme Acerbi, où ça paraît d'une prolongation de contrat, même si je crois que ça a été fait. De Vrij qui en a un peu pris, est content de rester, et à voir si on va continuer avec lui. Vraiment, on sent que de toute manière, cette équipe ne va pas bouger cet été. Après, au niveau des ventes, l'Inter, c'est toujours une surprise. Parce que finalement, on nous parlait de certains joueurs qui n'allaient pas partir. Au final, il y a eu des départs.
Onana, comme tu as dit, et tu as pris un bon exemple, parce qu'à un moment, tu disais, oui, on a fait une finale, donc on peut le garder, mais on a dû s'en séparer cet été si on avait, si on, non, on pouvait pas recruter. Donc, dans tous les cas, le mercato reste quelque chose d'assez illisible aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas savoir ce qui va se passer, surtout avec l'Inter. On ne sait pas ce qui peut se passer avec surtout le président Zhang au niveau des finances. Et malgré toute cette fête, bah, ça reste toujours un côté obscur, même si on parle d'un nouveau prêt pour rembourser au Qatari. Moi, j'attends de voir, mais je suis quand même assez rassuré des propos tenus par nos dirigeants, en tout cas. Mm. P5 aussi sur l'aspect de Marotta Osilio qui vont pouvoir bosser en paix. Osilio quand même aussi l'a dit. Alors je sais pas si c'était une réponse à Inzaghi parce qu'avec toute cette fête, je sais pas si s'il a entendu son propos sur où il demandait un petit peu un petit coup de folie en plus. Mais Osilio l'a dit, il a dit voilà nous on a quand même fait la majorité de notre une grande majorité de notre mercato donc avec Taremi et Zielinski. Donc voilà, ça laisse la place à peut-être la fameuse doublure de poste pour Sommer ou pas, le défenseur si Antoine Charbier devra y part. Et je pense que là, c'est un peu l'aspect dont il parlait pour continuer. Je pense que c'est aussi là le coup de folie qu'attend Inzaghi, c'est notamment sur le secteur offensif pour compléter l'attaque avec Taremi, parce que mine de rien, on aura Lautaro qui aura 26-27 ans, Thuram aussi 26-27 ans, Taremi qui aura 31 ans, donc ramener aussi un petit peu plus de dynamisme dans cette équipe, sans oublier de faire partir évidemment les indésirables, parce qu'il reste quand même des indésirables aussi dans cette équipe. Voilà, toi aussi, comment tu quantifies un peu le travail que Marotta Ozilio a battu dans différents domaines, puisque déjà Ozilio est directeur sportif depuis 2014, donc il l'a dit notamment dans une interview post-fête, où voilà, lui, il a connu Moratti, il a connu Tohir et il a connu Suning. Donc lui, il a traversé un peu les époques de l'Inter et il a grandi vraiment avec le club. Marotta est arrivé 4 ans après pour vraiment structurer ce club dans un poste un peu plus de gestion sportive plutôt que juste de directeur sportif. Donc un rôle un peu plus global et large. Donc dans deux rôles un peu différents, comment tu quantifies leur travail P5 et qu'est-ce qu'on attend, enfin qu'est-ce que tu attends sur le mercato prochain pour nos deux compères italiens de l'Inter. Question très intéressante que tu me poses là. Alors, je ne suis pas encore dans le secret des dieux, donc ça va rester du très subjectif, mais ce que je souligne, moi notamment, c'est leur complémentarité. Complémentarité, comme tu l'as décrit, dans des rôles assez différents. Chacun apporte un peu sa spécialité, entre guillemets, son importance finalement à un ensemble global qui tourne très bien. Comme tu l'as souligné à Ozil, il y en a vu des vertes et des pas mûres, hein. À l'Inter, c'était pas forcément des souvenirs que j'en ai de mon enfance quand je suivais ça avec des yeux un peu plus jeunes. Il n'a pas toujours été, on va dire, mis toujours à son avantage parce qu'il n'a pas été non plus aidé par un contexte au milieu des années 2010 sur lequel je ne vais pas revenir parce que la Banterera, c'est du passé, mais ça lui a permis aussi, je pense, pourquoi pas, de capitaliser là-dessus. Tu lui ajoutes à cela, bah, je pense que Marotta, avant même qu'il arrive à l'Inter, notamment le gros travail et même l'énorme travail qu'il a fait à la Juve, et il n'est plus à remettre en question. Donc à partir de là, les deux ont réussi à trouver entre guillemets un terrain d'entente parce qu'on aurait pu penser qu'au départ les deux allaient faire doublon, mais c'est là encore une fois la force de cet Inter et ça englobe là, j'englobe vraiment tous les artisans de ce titre. On parlait des joueurs, des dirigeants, à l'image d'Ausilio et de Marotta, c'est qu'ils ont fait preuve d'intelligence et de maturité pour se répartir les tâches comme il le fallait. Et finalement, bah, factuellement, évidemment que chacun a sa part de responsabilité, mais ce sont factuellement eux qui établissent la ligne directrice de l'Inter. Donc évidemment que ce titre, il récompense aussi et autant leur travail que celui des joueurs et des gens qui sont au-dessus de l'administration. En espérant, pour répondre à ta deuxième question, que ça continue comme ça. Personnellement, à l'image de ce qu'a dit Lorenzo tout à l'heure pour faire le parallèle avec la Juve, et on fait beaucoup de parallèles avec la Juve parce que ça a été l'exemple hein, dans les années 2010 très clairement en Italie. L'idée ne va pas être de brûler les étapes. Donc je ne vais pas leur demander d'un coup de faire en sorte que l'Inter devienne le premier club européen, voire le top 2 aux côtés du Real Madrid ou de Manchester City. Mais déjà, si tu arrives à t'installer, à faire en sorte que l'Inter s'installe, on va dire, dans le top 8 européen récurrent,
vois, même le top 4 en atteignant les demi-finales, je pense que ce sera déjà une sacrée réussite. Il ne faut pas oublier d'où on vient. L'Inter connaît une croissance quand même très forte depuis 5 ans. Donc, à mon humble avis, l'idée serait déjà de maintenir cette courbe de croissance et même de rester en période un petit peu de stagnation parce que l'Inter reste déjà à un très haut niveau actuellement. Donc, essayer de ne pas redescendre dans nos travers, ce serait déjà quelque chose de très très fort de la part d'Ozilio, de Marotta et de tout le board interiste. Ça sera pas comme avec la Juventus, parce que avec la Juventus, ils ont voulu gagner trop vite et la direction, ils se sont enflammés suite à leur série. Alors que là, tu sens quand même qu'avec les déclarations qu'a nos dirigeants, ça garde quand même la tête froide et les objectifs, ils vont être maintenus à un certain rythme. Marotta, il a eu l'expérience avec la Juve et ça m'étonnerait qu'on fasse les mêmes erreurs. Oui, oui, en plus, au-delà de ça, c'est vrai qu'il faut souligner, je l'ai déjà assez évoqué depuis tout à l'heure, mais on est un peu tenu par les parties, donc on pourrait pas Mmh. se permettre de faire comme la Juve a fait, c'est impossible. Donc en fait, j'ai envie Si, de te dire, est-ce que ces problèmes-là, ces limites financières-là, n'étaient pas forcément dans un sens une aubaine pour te permettre d'éviter de déborder et de faire des excès, des prises de risques avec des conséquences très graves, en vrai. Ça peut être un débat. on aimerait bien s'enflammer, le problème c'est qu'on n'a même pas l'argent pour s'acheter le briquet. Donc bon, Exactement, la métaphore est belle, la métaphore est bien voilà. placée. Je disais que sur le mercato, on peut pas savoir ce qui va se passer. Parce que ça dépend Vous encore une et fois. C'est et peut-être comme le tu as seul dit que défaut. Tu vois, par exemple, Karim, tu me posais la question. Moi, l'idée qui me ferait le plus plaisir en tant que tifoso, parce que c'est un sujet qu'on aborde depuis déjà de nombreux mois sur le podcast, c'est que l'Inter puisse voir sur le temps long. Arrête de vivre au jour le jour avec des recrutements malins, des recrutements intelligents, certes, mais qui, sur la continuité, ne te garantissent pas du top niveau sur plusieurs saisons. Même si là, la réalité actuelle me fait mentir, je pense que vous voyez où je veux en venir, à savoir des investissements long terme, etc., qui pour l'instant ne sont pas possibles parce que financièrement, tu n'as pas la possibilité. Si tu arrives à faire en sorte de te diriger dans cette direction, je pense que ce sera aussi de très 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 bon augure pour l'Inter, pas seulement pour les 2 prochaines années, mais pour vraiment les prochaines décennies. eh bien, on va passer du coup, messieurs, à notre partie sur les joueurs. Là, on va faire un peu différent. On va chacun un peu aborder le cas de deux joueurs. Donc, on fera deux tours, un tour chacun. Comme ça, on aura 6 joueurs à balayer et on aura fait quand même une grande partie. Comme ça, tous les intervenants, y compris moi, on pourra parler d'un joueur important. Et comme ça, on n'en aura pas trop fait, ni pas assez fait, parce qu'il faut quand même évidemment mettre les joueurs en lumière pour récompenser cette belle saison qui s'est terminée sur le Scudetto. Tifosi! Potenti! Moi, je vais commencer avec le joueur, comme je l'ai introduit il y a quelques minutes, un joueur qui, sous Simone Inzaghi, a été métamorphosé. J'utilise beaucoup ce terme, mais j'ai du mal à avoir un adjectif qui lui colle mieux à la peau. C'était déjà un très bon joueur sous Antonio Conte, un excellent joueur qui était dans un registre plus fermé et qui était d'ailleurs très fort dans ce registre. Mais là, sous Simone Inzaghi, au fur et à mesure des saisons et des saisons qui passent et du temps qui passe, on a eu un joueur de plus en plus complet qui a élargi sa palette à un point où qui n'est peut-être pas prévisible à ce point-là quand il était à Cagliari, où voilà, on pensait pas que ça pouvait devenir un joueur aussi complet sur l'aspect tactique, technique, euh, on va dire aussi de gestion. Et je parle, les gars, bien évidemment, de Nicolo Barella. Alors, c'est peut-être pas l'un des premiers joueurs qu'on pourrait mettre en avant sur ce titre, mais évidemment, je vous laisserai parler évidemment des autres joueurs. On aura bien assez le temps de le faire. Mais Nicolo Barella, sous Simone Inzaghi, moi, je suis bluffé un peu par la dimension qu'il a prise. Je le répète, j'avais déjà dit il y a plusieurs mois, et je le répète encore plus fort aujourd'hui après ce Scudetto. Le Nicolo Barella de Simone Inzaghi est plus fort que le Nicolo Barella de Antonio Conte, est plus complet, est plus intelligent dans sa gestion physique, dans sa gestion mentale, même s'il continue de prendre des cartons jaunes, mais Barella, tu le mettras sous n'importe quel coach, il prendra toujours des cartons jaunes. Euh, J'aime beaucoup ce joueur, même si cette saison, j'ai voilà, quelques réserves par rapport au fait que peut-être parfois il s'est bridé ou alors Inzaghi l'a bridé à un certain poste pour justement toujours assurer cet équilibre. Un peu le Nicolo de la saison passée me manque un petit peu, où voilà, c'était un joueur vraiment beaucoup plus porté vers l'offensive et qui logiquement a eu
beaucoup plus de stats en sa faveur. Mais là, c'est vraiment un joueur qui travaille pour l'équipe, un joueur beau à voir, un joueur utile au collectif au sens premier du terme. Et même si c'est peut-être pas l'un des premiers joueurs qu'on mettrait en avant sur cette saison, on va les mettre d'autres en avant. Je voudrais quand même souligner ce qu'a fait Simone Inzaghi de ce joueur et sa progression. Et je suis confiant déjà sur le fait qu'il prolonge et surtout qu'il continue à progresser parce que c'est un joueur qui ne demande et n'a besoin que de ça, de progresser, d'être challengé, de découvrir des nouvelles réalités, d'être un peu aussi bousculé un peu dans son football, dans ce qu'il connaît. C'est un joueur qui a besoin toujours un peu d'être dans la nouveauté, d'être dans le challenge, d'être voilà, dans cette volonté de toujours progresser. Et c'est pour ça que je souligne Nicolo Barella pour mon premier joueur. Lorenzo, quel joueur toi tu veux mettre en avant sur cette saison Scudetto? Alors, tu m'as piqué Barella, qui est mon chouchou, hein, je le cache plus, hein, c'est vraiment un de mes joueurs favoris. Donc, la maturité qu'il a pris cette année est incroyable. D'ailleurs, j'ai vu, je n'avais pas trop fait attention ces derniers temps, mais sa femme attend encore un enfant. Et je voulais parler quand même d'un joueur qui a connu de nombreuses complications et qui aujourd'hui vit son rêve depuis quelques saisons de jouer avec le maillot de ses rêves. Lui, le jeune supporter de l'Inter, il va réaliser le rêve de soulever le Scudetto, mais surtout de faire partie de l'équipe qui a gagné la deuxième étoile. Un joueur que je pense qu'il y a 4 ans, personne ne connaissait, à part nous, parce qu'on savait le talent qu'il avait, mais Conte, à l'époque, ne le voyait pas et l'avait remplacé par un Ashley Young, même si j'ai aucun problème avec Ashley Young qui a été très bon à l'époque. Je parle bien évidemment de Federico Di Marco. Honnêtement, aujourd'hui, je trouve que ce joueur est incroyable. Il ne fait que progresser. Défensivement, bah, il est solide, même si parfois il peut se perdre, mais il est solide, il est efficace dans la relance, il est propre, ses centres toujours aussi beaux. Moi, j'espère qu'on lui fera un peu plus tirer les coups francs quand même parce qu'il a une très bonne patte et j'attends énormément de ce joueur et je pense qu'il va faire que progresser et aujourd'hui, il fait partie des meilleurs, à son poste, aujourd'hui. Vraiment, il est un des meilleurs au monde. Je vois pas qui peut le challenger à part certains. Mais en tout cas, hier, il a montré à un certain Théo Hernandez que lui, il était là lors des grands rendez-vous et qu'il était capable de gérer ses émotions par rapport à lui. Et 5, quel joueur veux-tu mettre en avant sur cette saison deuxième étoile? Franchement, c'est dur de parler d'un joueur. Vous connaissez mon intérêt à souligner le caractère collectif dans une Mais la vie victoire. Je est un te choix, comprends P5. P5. Il faut Ouais, choisir. Je je te sais, c'est pour comprends ça, totalement. je vais je vais me prêter au jeu, mais voilà, ce que je tiens à souligner, c'est que moi, avant tout, c'est vraiment, comme on en a parlé avant, le contexte collectif que je veux souligner, dans ce Scudetto. Mais allez, s'il fallait que j'en parle d'un, c'est très subjectif parce que vraiment, c'est peut-être celui qui, à mon goût, dans le 11 titulaire, revient de très loin. Et les standings qu'il a encore une fois dans la continuité de la saison dernière atteint aujourd'hui ont régulé tout simplement la saison de l'Inter, hein, tout simplement. Je vais réutiliser ton expression, Karim, avant de donner son nom, parce que tu l'avais dit. C'est vrai que sa présence, tout simplement, dictait un petit peu, et son rendement dictait un petit peu la partition collective de l'Inter, c'est Mkhitaryan. Honnêtement, un joueur qui, moi, quand arrive, ne m'emballe pas forcément, parce que encore une fois, dans cette politique court-termiste, avec une opportunité de marché, un joueur qui était en train pas de se perdre, mais qui était en perte de rythme très clairement du côté de Rome. Je ne pensais pas et je n'aurais jamais pensé qu'il ait un impact aussi important. Je ne sais même pas quelle partie du jeu souligner, que ce soit son intelligence, même si on le connaissait déjà à Dortmund, à Arsenal et même à la Roma pour ça, son volume de jeu pour un joueur de 35 ans, ses capacités athlétiques, techniques, enfin, il est un peu partout et c'est l'exemple même et la représentation de ce qui est devenu le milieu de terrain à l'Inter, à savoir très très remuant, très très adapté au football moderne. Et ça rejoint un petit peu ce que tu expliquais concernant Barella. C'est un joueur qui est complet tout simplement et qui peut assumer toutes les responsabilités qu'on demande aujourd'hui à un joueur de football professionnel. Donc moi personnellement, et ça reste très subjectif, même si je pense que beaucoup me rejoindront, j'ai envie de lui tirer mon chapeau parce que revenir
avoir ta deuxième jeunesse presque, j'ai envie de te dire, et gagner ton premier titre majeur, hein, il faut le dire depuis bien longtemps, si ce n'est le premier. Alors évidemment, les Copas, évidemment, on peut les compter aussi, hein, mais là, je parle vraiment voilà, d'un championnat sur 38 journées. Il en a pas gagné, je crois. Il n'a pas gagné de championnat. J'ai un doute avec Il a gagné Man l'Europa U, mais League je crois, avec Manchester United, je crois. Il gagne ouais, l'Europa j'ai un League doute avec qu'il est Manchester Alors, encore dans United. avec l'équipe. Dortmund, je crois qu'il l'a jamais Dortmund, gagné. est-ce qu'il gagne pas une Bundesliga? Je ne sais pas, mais bon, en tout cas, ça fait longtemps qu'il n'avait pas gagné un titre majeur. Et encore une fois, du coup, ça me fait plaisir pour lui et c'est totalement mérité au vu de ce qu'il est devenu et la dimension qu'il a pris pour un joueur en plus. Et ça, voilà, c'est encore une fois quelque chose de subjectif qui, qui ne s'affiche pas. Et pour moi, c'est très important d'avoir de l'humilité aussi dans un groupe. Et Mkhitaryan fait partie de ces joueurs voilà, qui travaillent, qui font le taf de l'ombre, mais qui répondent toujours présents. Donc rien que pour ça, chapeau. Chapeau, chapeau. Et si Et jamais il surtout nous que, écoute, je sais qu'il parle français, donc il n'y a pas de souci. et surtout, juste pour revenir sur Mkhitaryan 2 secondes, cette année, on lui avait mis Fratesi dans les pattes pour essayer, petit à petit peut-être de, C'est vrai. créer une sorte de concurrence et de faire un relais avec lui et il aura jamais pu lui prendre la place parce que Mkhitaryan, tout simplement, cette année, ça a été alors certes, il avait fait ses mauvais matchs, mais à aucun moment ça a été un très mauvais match. Il était toujours sérieux et moi, c'est comme tu disais, Pessin, moi, ce qui me choque avec ce joueur, c'est que j'ai l'impression de le redécouvrir surtout. Parce que tu as l'impression de voir un autre Mkhitaryan par rapport à sa période, Arsenal, Dortmund, même Roma. J'ai l'impression de à chaque fois, je ne le reconnais pas ce joueur. Ouais, très clairement. Franchement, très clairement. Et encore une fois, Karim parlait de l'exemple Barella pour souligner, on va dire, le travail tactique d'Inzaghi. Mais pour moi, Mkhitaryan, c'est encore plus révélateur parce que il traduit tout simplement la modernisation de cet effectif. Dans un football aujourd'hui où on demande des joueurs de plus en plus complets, de plus en plus athlétiques, pour moi, Mkhitaryan en est la preuve puisqu'il part à la base d'un meneur de jeu numéro 10 un peu excentré. Il a petit à petit reculé. Et là, il arrive dans cette équipe de l'Inter en pouvant jouer Metsala, en pouvant jouer second attaquant. Je suis sûr qu'il pourrait jouer dans un double pivot devant la défense s'il y avait besoin. Enfin voilà, donc à partir de là, ce genre de joueur-là, comment on appelle ça, c'est ta roue de secours. Enfin, je sais pas comment on appelle les clés là où tu peux mettre, qui rentrent partout là. Enfin bref, vous C'est avez ton compris ce couteau que je veux dire. suisse, ouais, c'est tout Voilà, ce que tu veux. le couteau suisse, bon, c'est pas du tout une clé, mais vous avez compris l'idée. Dans le sens où tu as besoin de ces joueurs-là aussi qui peuvent te tirer d'affaire quand tu as des pépins. Mm. Je repars pour un tour avec un autre joueur. Juste avant, je vais vous lire la définition du mot indispensable, dont on ne peut se dispenser, qui est obligatoire. Synonyme un Merci pour la peu, précision. On savait synonyme, pas, mais synonyme un peu d'irremplaçable, dont la définition est qui ne peut être remplacé. Pourquoi je commence par cette définition pour parler de mon joueur? C'est parce que son prédécesseur était exactement dans ce cas-là, dans cette définition. Il était, par nos propres mots, et on mentait pas, irremplaçable, impossible à changer. Si on l'a pas dans l'équipe, c'est foutu pour nous. Et jusqu'à un match contre le Barça en phase de poule de Ligue des Champions, c'était vrai. Et ensuite, Hakan Çalhanoğlu a pris le poste de Marcelo Brozovic. Et je prends Hakan Çalhanoğlu là comme joueur parce que dans l'angle où si tu m'avais dit il y a un peu plus d'un an et demi que Marcelo Brozovic pourrait quitter l'Inter pour une faible somme quand même par rapport à la qualité du joueur et on ne sentirait même pas le moindre effet de son départ, franchement, j'aurais traité la personne de menteur, je ne l'aurais pas cru, jamais. Et ce qu'a fait Çalhanoğlu là cette saison-là, je pense que jamais, vraiment, jamais, on pourra vraiment apprécier la saison de Çalhanoğlu cette saison, parce qu'on oublie qu'avant lui, il avait Marcelo Brozovic, qui était un joueur qu'on qualifiait tous d'indispensable, euh, et qui était vraiment la boussole, le meneur reculé, le cœur vraiment de cette équipe de l'Inter sous Spalletti, le comptais même sous Simone Inzaghi, jusqu'à ses blessures à répétition l'année dernière et du coup son départ à l'été 2023. Et ce qu'a fait Çalhanoğlu cette saison, où on a vraiment, au moment de la saison, on s'est dit, quand même, hein, Brozovic, c'était quand même ça, dommage que à Cannes, non, à aucun moment on s'est dit ça. Et ce qu'apporte Akan, encore une fois, c'est pas peut-être certains diront que c'est meilleur que Brozovic, je dois dire que Brozovic est meilleur, je suis pas là pour faire un débat sur ça, je dis juste que ce qui apporte Akan est différent
est très utile à l'Inter. S'il apportait quelque chose de différent mais qui nous servait à rien, fallait garder Brozovic. Et si Brozovic qui nous amenait, ça nous était pas utile dans notre équipe, bah ça servait à rien de garder Brozovic de la même manière. Et voilà, ce que fait Akan, au-delà évidemment des statistiques sur penalty, c'est un artificier, c'est je suis pas loin de dire le meilleur tireur de penalty de cette saison en Europe. On pourrait peut-être l'amener avec l'anglais Cole Palmer qui lui aussi je crois n'en a raté aucun en plus de 10 penalty tirés. Au-delà de voilà cet exercice où il est passé maître, vraiment il a englobé tout l'aspect du jeu de numéro 6, mais tout ça pensé comme un numéro 10. Et c'est pour ça qu'en fait c'est un regista unique en Europe, et c'est pour ça que moi je le mets dans les top 3 registas en Europe cette saison, parce que vu qu'il a un style totalement atypique et impossible à reproduire, enfin, je veux dire, tu mettrais un numéro 10 devant la défense, certes il pourrait te faire des relances, voilà, sortir les ballons et tout, mais peut-être dans le pressing il serait mis à mal. Et voilà, ce qu'apporte Çalhanoğlu, cette agressivité dans les duels, gagner ses duels, récupérer des ballons, ça aussi sa qualité de tacle, qui n'était pas non plus quelque chose qu'on pouvait voir au Bayer Leverkusen ou ailleurs. C'est tout ça vraiment qui me font apprécier le joueur Çalhanoğlu et sa saison. Et franchement, voilà, j'étais sceptique moi sur cet aspect défensif. Offensivement, j'avais strictement aucun souci. Il nous avait montré ses qualités contre Barcelone et ailleurs. Et là, vraiment, on a vu que Çalhanoğlu pouvait prendre ce rôle de Marcelo Brozovic à sa manière, et il l'a bien fait. Et surtout, beau pied de nez évidemment au Milanais qui pensait qu'il ne gagnerait jamais de Scudetto. Il a pris la deuxième étoile. Mais ça, voilà, ce n'est qu'un détail, comme dirait l'autre. Bon, on va échanger un peu entre vous deux. P5, à ton tour, du coup, quel joueur veux-tu mettre en avant? On va évidemment, je fais une petite aparté tout de suite, on va oublier certains joueurs. Il reste que deux joueurs à parler. Donc il y aura évidemment des joueurs majeurs de cette épopée Scudetto dont on ne pourra pas parler, mais c'est nos coups de cœur, voilà, c'est les joueurs coups de cœur qu'on a eu, donc c'est vraiment dans le subjectif. Et les joueurs évidemment top de la saison, vous les connaissez bien évidemment déjà. P5, quel joueur tu nous prends? Eh ben écoute, je vais être humble aujourd'hui. Je vais être humble, voilà, je vais faire mon mea culpa sur deux joueurs. J'ai parlé de Mkhitaryan en premier parce que je ne m'y attendais pas à un niveau aussi incroyable. J'aurais aimé partir sur Pavard sur le deuxième parce que c'est un joueur qui s'est tout de suite adapté. Bref, je ne vais pas en faire des caisses. Moi ici, Karim, tu le sais, on était plutôt d'accord, unanime sur le fait que ça allait le faire, que le match allait être bon. Mais encore une fois, j'ai envie d'être dans la rédemption, donc je vais évoquer la performance du premier rempart, hein. Aucune grande équipe ne performe sans un grand gardien, et ce qu'a fait Yann Sommer, notamment sur les 6 premiers mois, hein, où il est tout bonnement exceptionnel, avec, je crois qu'il fait 10 clean sheets sur la première moitié de saison en Serie A. Enfin, c'est des stats assez ahurissantes pour un gardien qui sortait d'une expérience assez mitigée du côté du Bayern Munich. Moi, le premier, j'étais pas forcément convaincu, encore une fois, hein. Le même profil de joueur que Mkhitaryan, un joueur qui arrive pour combler un trou à court terme, qui est un peu plus sur la fin, on va dire, la fin de sa carrière de joueur professionnel. J'étais pas convaincu, et encore une fois, bah, il m'a fait fermer ma bouche parce que sur tous les aspects, il a remplacé au pied levé un André Onana qui s'était inscrit aussi comme un élément indéboulonnable, et il a réussi à le faire oublier presque, il faut le dire. Alors c'est vrai qu'on a retrouvé cette incapacité des fois à gérer des moments de pression, voilà, une ou deux petites boulettes à gauche à droite, mais ça fait partie aussi du métier de gardien. Et bah, je dois avouer que là où je voyais un gardien, quand on en parlait souvent de coupe, et j'avais du mal à l'envisager sur toute une saison, bah, il a répondu présent. Et à l'image du match d'hier encore, où sur le 1-0, la frappe de Calabria, la seule occasion milanaise en première mi-temps, il se sort une parade au premier poteau venu d'ailleurs, pour repousser la tentative milanaise et laisser l'Inter avec un but d'avance à la mi-temps. Bah, il a permis au Nerazzurri de maintenir, on va dire, la barque à flot quand elle pouvait avoir tendance à vaciller. Donc rien que pour ça, je pense qu'on peut le remercier, et encore une fois saluer le nez des dirigeants qui ont réussi à saisir cette bonne opportunité. Alors moi, je vais parler d'un joueur qui, je trouve aujourd'hui, heu, on peut le dire, fait partie des leaders défensifs de l'Inter. J'attends beaucoup de lui en national aussi, qu'il puisse prendre ce leadership, mais en tout cas à l'Inter, son niveau est hallucinant. Je ne pensais pas qu'il pouvait avoir ce niveau défensif. Il a une qualité de pied qui est déjà incroyable.
au niveau de la relance, même des centres, il peut même dribbler avec une facilité que j'ai rarement vue chez un défenseur. Je crois que vous avez très bien compris qui je parle, c'est Alexandro Bastoni qui aujourd'hui, après le départ de Skriniar et l'année dernière où on cherche encore un peu ce leader défensif, cette année a pris, ce leadership et a fait comprendre à tout le monde: «Je suis, à l'Inter, je vais devenir le papa de cette défense et je vais le faire à ma façon». Comme un défenseur moderne d'aujourd'hui qu'on attend beaucoup, heu, un défenseur, moderne qui, sait relancer, qui sait faire des relances et comme on disait à chaque match, quand Bastoni ne monte pas, bah, on a l'impression que notre équipe coince et bah, pourtant aujourd'hui je trouve que même sans monter, il arrive à te propulser des ballons, mais des fois je me demande même s'il n'est pas milieu de terrain. Tellement, il a une qualité de pied meilleur que, la plupart des que beaucoup de milieux de terrain en Serie A. Donc franchement, chapeau à Bastoni pour cette saison de patron. Et je trouve qu'on parle pas beaucoup, et pourtant pour, ce record de clean sheet de Sommer, il en fait grandement partie. C'est ça que j'aimerais te poser une question avant qu'on passe au dernier thème. Je l'ai vu beaucoup de fois sur Twitter et dès que je l'ai lu, bah, en fait, j'ai partagé cette idée. Donc, P5, puis après Lorenzo, vous me donnerez votre sentiment. Il n'est pas champion d'Italie, officiellement, c'est vrai, il n'est pas sur l'affiche Je sais stat. ce que tu vas dire. Je sais ce que tu vas dire. Il n'a pas marqué de but cette saison. Il n'a pas fait de passe décisive cette saison, malheureusement. Mais pour moi, je le mets un peu dans les vainqueurs du Scudetto. P5, est-ce que euh, on peut, pour nous, dans notre cœur, on n'est pas obligé toujours de faire des stats, des fichiers Excel, des conneries comme T'es ça. écœurant, Est-ce- Karim. Je le sais, tu vas être non écœurant mais, là. non mais, hein, est-ce que pour nous, dans notre cœur, euh, Edin Dzeko peut pas être considéré comme vainqueur de ce Scudetto? Ah, je m'attendais pas du tout à ça. Ah, bordel, je m'attendais Je pas du tout à m'attendais à ça pour le Ah, coup. Quadrado, j'ai eu peur. non, je sais pas. Ah non, Franchement, non, franchement. Ah non, j'étais franchement, vraiment sérieux vraiment là. à du troll pour le coup. Je vais être honnête, je m'attendais Ah, vraiment à du troll. bah, bon, on est un peu sur le live et tout, mais vous attendiez à quoi du coup? Franchement, moi, je te jure, je m'attendais à Pioli. Pour être honnête, je Ah pensais que t'allais me non! dire Pioli. En podcast, je suis quelqu'un de sérieux quand même, Ok, messieurs. ok, non, franchement, je te jure, hein. Ah, non, non, mais Moi perso, je m'attendais à Quadrado qui a servi à rien cette saison, on l'a non, non, pris, mais vraiment comme un touriste. bon, après, il a des stats, Quadrado. Mais non, mais pour continuer du coup le propos, comme ça, je te relance P5. Je l'ai vu beaucoup de fois passer sur Twitter. Voilà, Dzeko méritait ce Scudetto et entre guillemets, je suis pas loin de le penser aussi. Et c'est pour ça que je te disais, au-delà de stats et tout, moi, voilà, entre guillemets, dans le cœur, pour moi, je suis vraiment, hein, pour moi, dans le cœur, Edin Dzeko fait partie de cette équipe Scudetto pour moi. Je sais pas ce que t'en penses, P5, puis après Lorenzo. Alors moi, pour être honnête, je vais peut-être être un peu cru, mais je suis pas fan de cette idée. Enfin, dans le sens où chaque joueur a contribué sur la dernière saison à redorer le blason de l'Inter. Donc évidemment que Dzeko a fait beaucoup de bien et qu'au-delà de ça, humainement, ça a l'air d'être un joueur très très riche. Très très riche. Après, moi personnellement, et pour être totalement honnête, je vois pas pourquoi Dzeko mériterait plus que certaines autres individualités comme Onana par exemple de gagner ce Scudetto, tu vois, même si évidemment il y a des circonstances avec Edin Dzeko qui font qu'on a envie de s'attacher un peu plus aux joueurs, quoi, très clairement. Donc je t'avoue que tu m'as étonné sur ton choix. Après, encore une fois, je ne crache pas dans une main qui m'a nourri. Évidemment que Dzeko a fait beaucoup de bien à cette attaque de l'Inter. Son départ a été causé par X et Y raisons, mais la question en fait que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que si Dzeko était là aujourd'hui, l'Inter aurait gagné le titre aussi? Encore une fois, avec des si on met Paris en bouteille, mais on peut pas savoir. Donc merci à lui pour les services rendus, mais aujourd'hui, je vais rester concentré sur les hommes qui ont factuellement contribué à la réussite de cette saison. Bon, P5 est un petit peu moins romantique que moi. Lorenzo, est-ce que tu partages le J'ai romantisme ou tu prévenu, es hein, froideur j'allais être un Ah, peu des... cru. c'est dur ou est-ce que parce tu es qu'en dans la fait froideur des statistiques aussi? alors je suis un peu comme Pessin parce que je me dis: «Bah, ouais, mais on aurait pu le dire s'il avait été là cette année, est-ce qu'il aurait pu faire?» Pour contextualiser euh, pourquoi les gens disent ça, c'est aussi par l'aspect, parce qu'Onana, c'était vente, machin, c'était mort, entre guillemets, mort dans le film, mort dans la bande-annonce, c'était sûr qu'il allait partir. Dzeko, il y a, P5 disait, oui, c'est un peu de la faute de X, Y, Z, c'est surtout de la faute des lettres R et L, si vous me comprenez.
Oui, Donc, c'est pour tu ça, vois, il y avait, j'y venais. voilà, il y avait un peu un aspect où il y avait une possibilité de le prendre parce que voilà, c'est. Alors évidemment, comme je l'avais déjà dit au cours de la saison, si Dzeko est là, est-ce que Thuram fait cette saison? Moi, je pense pas. Donc évidemment, le scénario c'est fait et c'est fait. C'est pour ça que je parle un peu de cœur, de romantisme, un peu de rêve et tout. C'est pour ça que je te dis un peu dans le romantisme et tout. Donc, est-ce que toi, Lorenzo, voilà, t'es un peu plus dans ce romantisme? Après, j'ai pas dit qu'il fallait graver le nom d'Edin Dzeko dans les vainqueurs du Scudetto côté Inter, évidemment. Mais voilà, c'est pour ça que je parlais plus de cœur, de subjectif, de romantisme et tout, où lui aurait vraiment pu, c'était le joueur qui était le plus proche, entre guillemets, de faire partie potentiellement de cette aventure si quelques détails étaient différents. Ouais, dans ce style-là, Lorenzo. Bah, personnellement, en fait, ce que je voulais dire, c'est moi, j'ai envie de le compter dedans. Par quand même les services qu'il a rendus les 2 dernières saisons. Il arrive la première saison à l'Inter, on lui dit qu'il va être remplaçant de Lukaku. Finalement, Lukaku part et il devient le titulaire en faisant un travail incroyable en première partie de saison, même si la deuxième, bah, ça a été moins bon. L'année dernière, Lukaku était en méforme, il a refait le travail et comme tu dis, s'il y avait pas eu ces trucs-là, il aurait pu faire partie de cette Inter championne. Après, comme tu dis P5 avec Dessy, on ne sait pas. Peut-être qu'il aurait pu causer, des problèmes en mode, marquait pas le but de la victoire à ce moment-là et tout. On peut pas savoir malheureusement, mais juste par amour, j'ai envie de le considérer comme un des champions aussi parce que il a fait partie de ce groupe et je pense que Lautaro est ce qu'il est grâce aux champions qu'il a rencontrés et Dzeko a dû lui apprendre énormément, surtout, le jeu dos au but et la façon dont je le vois faire, certaines choses que Dzeko faisait. Mhm. Tu vois, par exemple, Karim, Euh, je me permets Vas-y. d'être récurrent. Peut-être que tu couperas ça, mais pour qu'on en discute entre nous, je sais pas, tu verras ce que tu en penses. Mais dans ce cas-là, si on va plus loin, est-ce que, même si l'histoire s'est très très mal terminée, est-ce qu'il ne faut pas aussi dire que Mauro Icardi mérite ce titre? Parce que s'il n'est pas là, peut-être que Lautaro n'a pas la même intégration, peut-être que la suite n'est pas la même, peut-être que l'Inter ne revient pas en Ligue des Champions grâce à ses buts dans une période compliquée. Enfin, tu vois, c'est assez compliqué pour moi. L'idée, elle est assez compliquée et c'est dur de tirer un seul joueur du lot, quoi. Et voilà, non, mais c'est pour ça que je parlais de romantisme et tout. Après l'épisode de Icardi, le romantisme, on le met à la poubelle et on appelle les joueurs qui C'est la pour jettent. ça qu'il y a des Donc, Ouais, mais circonstances après atténuantes. Icardi, alors je suis pas son défenseur perso, mais tu peux aussi le mettre dedans parce qu'il a fait partie de Ouais, cette Banterra, le sportivement, il mec t'a qui s'est porté. battu comme pas possible pour essayer de à chaque fois de sauver les meubles. Même si ça s'est mal terminé à cause d'une certaine, demoiselle, on ne va pas mentionner le nom, mais heu, voilà, il aurait pu faire après, partie de ça, mais pour par conclure un peu le débat, romantisme, oui. Lorenzo, ça a bien commencé avec Dzeko et ça a bien fini avec Dzeko. Enfin, je veux dire, il est parti à Fenerbahçe. On a eu un petit regret quand on s'est dit punaise, Lukaku il vient pas maintenant, voilà et tout. Surtout quand on sait qu'après bon, c'est tapé Arnauzovic. Donc, tu vois, ça c'est bien commencé, bien fini. Il y a eu des hauts et des bas évidemment. Le parcours de Dzeko, ça n'a pas été tout rose bien évidemment. Donc, c'est pour ça que je mets Dzeko parce qu'en plus j'étais pas le seul à le penser. C'est vraiment quand j'ai vu un tweet passer, je me suis dit, punaise, c'est vrai, j'ai eu la réflexion en voyant ce tweet. Donc voilà, c'était une petite parenthèse Ah, mais qu'on c'est vrai que tu ferme. as raison de le dire. Pour moi, ça a été un pompier ces 2 dernières années, vraiment. Le mec, là, c'était un peu comme Mkhitaryan. Le mec, il vient et tout, même si c'est un peu différent de Mkhitaryan parce que lui, au début, on lui dit: «Tu vas être remplaçant» et finalement, il se retrouve titulaire dans tous les matchs et même l'année où Lukaku revient, il se retrouve plus souvent titulaire que lui parce que Lukaku est en méforme totale. Donc c'est vrai que oui, je comprends ton point de vue. Par histoire d'amour, j'ai envie de le mettre dedans parce que moi, je pense que Lautaro, honnêtement, il est devenu le leader qu'il est et Dzeko en fait partie des raisons. Forza Inter, andiamo! Messieurs, on va s'arrêter là pour le podcast sur l'Inter Champion d'Italie, mais le podcast n'est pas fini parce qu'il y a bien évidemment, comme toujours, un quiz qui va avec. Hein, donc la race n'est pas encore mise à jour, mais en gros j'ai gagné. Voilà pour être Et j'ai plutôt perdu. plutôt rapide. Ah bah écoute, c'est comme la LDC P5, hein. Il y a qu'un vainqueur à la fin. Il y a un dernier carré et tout, voilà. Bon, il y a des équipes qui se battent, mais à la fin,
il n'y a qu'un seul dernier carré. Donc, avant de commencer le quiz, je rappelle, n'oubliez pas les gars de bien vous abonner sur la chaîne YouTube, sur la chaîne Spotify et sur les différents canaux de podcast que vous l'écoutez sur Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, peu importe. N'oubliez pas de vous abonner. D'activer aussi une notification sur Twitter, mine de rien, pour être en tout cas sur les prochains jours, pour être tenu au courant sur les podcasts quand est-ce qu'ils sortent. Comme vous en avez l'habitude, ils sont toujours en épinglé. Le dernier podcast est toujours en épinglé et le dernier grand quiz est toujours disponible. Et franchement, il est vraiment très intéressant à aller écouter. Donc, je vous le recommande. P5, Lorenzo, est-ce que vous êtes prêt? Non. Non, non, je suis pas prêt. Ah, dommage, parce je que reste- on je gagne reste sur une vraiment, défaite, vraiment, je te je reste dis. sur je reste sur une défaite sur un fil de rasoir là, sur le fil du rasoir, donc il faut que je me C'est remette dommage. dedans. On n'est jamais prêt dans la vie de P5 et pourtant on se lance quand même. Donc on va se lancer aussi. Petite parenthèse, ça fait vraiment quand même du bien de présenter les quiz et on n'a vraiment aucune pression, c'est vraiment très cool. Ça c'est pour stresser un petit peu plus. Question numéro 1. À quelle minute, je parlais de Mauro Icardi, on revient sur Mauro Icardi justement. À quelle minute Mauro Icardi marque-t-il son but contre le Milan dans le derby le 21 octobre 2018, au plus près? 92e. Lorenzo, tout de suite la réponse. 93. Tout pile pour P5, 2 points pour P5, 92e minute pour Mauro Icardi, 21 octobre 2018. L'un de mes derbys préférés, malgré ceux des dernières, ceux qu'on a vécu récemment. Moi, ça reste un de mes derbys qui m'a fait C'est le le plus c'est le kiffer. 1-0. Le but, ouais, le but, c'est où L'appel il contre passe appel devant sur Musacchio Donnarumma, là. voilà. Ouais. C'est ça, Putain, où j'ai cru que Donnarumma. c'était le 80. Ah, j'ai cru que c'était le 3-2. Ouais, j'ai Je me hésité suis Non, dit, non, entre en les fait, deux, moi aussi. Ah 21 ouais, octobre bon, bah, 2018. c'est Moi, ça. franchement, Ouais. c'est peut-être, c'est pour moi le meilleur derby personnellement sur les dernières années. On continue, parce que vous avez compris que c'était un quiz spécial derby. Combien de victoires, au plus près, compte l'Inter face au Milan dans ces confrontations? Toute l'histoire. Toute l'histoire. Il y a eu 223 matchs. Prenez le temps de réfléchir, mais dès que l'un a donné sa réponse, l'autre me la donne dans la foulée. Ça, il n'y a pas le temps de réfléchir. Combien de victoires compte l'Inter face au Milan dans ces confrontations? Il y en a Dont combien le en tout, transfert excuse-moi, marque. tu l'as déjà dit? Tu l'as déjà dit, il y en a combien en tout? 223 matchs. Ok, merci. Petite stat en même plus, hein, l'Inter a marqué 306 buts lors de ces matchs-là et le Milan 285. C'est une petite stat en plus. 97. 97 pour P5. Lorenzo, Putain, je l'ai vu en plus. tout de suite. 95. 95. Un point pour Lorenzo qui est plus près parce qu'il y a eu 85 victoires pour l'Inter, 71 Ah ouais pour le Milan et 67 matchs nuls. Ah, pas mal de matchs nuls, ok, c'est ça que je n'avais pas à l'esprit. Ah tiens, moi je pensais que Donc- ça avait dépassé 90. Ah non, pas encore. Bientôt, vous inquiétez pas, la série va continuer. 2-1 pour P5. Question numéro 3, le qui suis-je, habituel. Je vous donne le CV d'un joueur et vous me le trouvez. Et contrairement à Fédé, moi je suis un peu à cheval sur ça, d'attendre que je finisse la phrase, comme ça, j'ai pas besoin de la répéter au cas où si la personne qui ne répond pas n'a pas entendu. Je suis né le 29 septembre 1989 à Vittorio Veneto, en Italie. Formé à Trévise, je débute très jeune avec mon club et rejoins dans la foulée l'UC Sampdoria. Je passe la saison 2008-2009 en prêt à Sassuolo, qui évolue en Série B à cette époque. J'y effectue une très bonne saison et le club obtient une surprenante 7e place. En août 2011, l'Inter me recrute sous forme de prêt avec option d'achat. Je marque un but face au Genoa en Coupe d'Italie le 19 janvier 2012. L'aventure s'avérera infructueuse et le club lombard ne lèvera pas mon option d'achat et je retourne Palombo. à la Sampdoria. Tu as dit Palombo. Palombo? Ouais. Non, c'est pas lui. Le 8 juillet 2013, je signe au Milan AC. Le Milan n'a acquis que la moitié de ma personne en échange de 2 millions d'euros plus Salamon, Ah, Pioli. je prononce mal, en copropriété. J'ai entendu, t'avais dit. Ah, attends, alors, t'avais. Non, mais c'est à P5. C'est un chacun. Ah, après, Ah, merde. après j'ai pas répondu pendant 10 secondes, donc il peut le dire, en vrai, c'est normal. Bon, allez, on accorde. Tu m'avais dit du coup, Lorenzo Pioli. le, Allez. le nom, prénom, si possible.
comment il s'appelait son prénom? Je sais qu'il y avait Pirli. Comment il s'appelait Il me faut la bonne prononciation. Hein. Ah Ok, merde, je l'ai, c'était je l'ai moi, je l'ai. Alexandro. P5. Alors, je vais essayer pour voir si je le joue au bluff. Andrea Poli. Ah oui, c'est Andrea Andrea. Poli. Point pour P5. Franchement, j'ai 3, été, j'avoue, j'ai 3 pas de points. mérite, mais bon. En juillet Non, t'as 2017, je raison. rejoins librement le Bologne et depuis je joue à Antalyaspor. Andrea Poli. Il joue encore? Ah putain, je suis Ouais, j'ai choqué. encore. Ouais. Question, ouais, il a la trentaine passée. Mort subite, 2 points donc. Tu peux rattraper ton retard, Lorenzo. Je veux que vous me donniez les titulaires et remplaçants qui sont rentrés seulement côté Inter lors de Inter vs Milan, 4-2 pour l'Inter, 6 mai 2012. Le 11. Ouais, en mort subite. Donc, Lorenzo, tu as le moins de points. C'était Je quelle te laisse date? commencer. C'est quelle date? 6 mai 2012. Le 4-2 où on revient. Oui, ils ont mené 2-0 et on revient à 4 buts. Alors je vais dire Prandelli. Tu m'as dit Prandelli? Prandelli côté Inter, je n'ai pas. Attends, qui? Prandelli m'a dit. Mais Prandelli, c'est un coach. Mais non, le gardien. Ah, Padelli, pardon. Padelli, ça passe pas non plus. Ça passe pas, Padelli, Padelli. Prandelli, bon, les deux, non, Ça non. passe Ni pas. Comment il Prandelli, ni s'appelait? Padelli. Ah mince, moi je l'ai plus. Alors moi je me suis trompé, c'est pas grave. Ok, bon bah, P5, faut. mais putain, j'ai jamais eu faut autant valider. d'impression. Attends, 2012. Oui, Bah, Zanetti. Ah putain, Zumi. Zanetti, oui. Bah, c'est bon. Je suis trop Oh, con parce que j'ai confondu avec l'autre. 5.1 pour P5. andiamo, Oh andiamo. non, Alors, non, Tutti i j'ai- punti entre- si prendono, ragazzi. Tutti i punti Alors, si prendono. Non mais c'est fou ce qui se passe dans ce quiz. Là en fait, il y a J'ai Lorenzo confondu avec l'autre qui traîne 4-2. sûrement Ah. un. Alors c'est que mon avis, hein, moi j'ai, bon, c'est que mon avis, mais qui traîne peut-être un peu trop avec Maxime ces derniers temps parce que pareil, Attends, ça mais commence à flipper à la mort subite. ah, mais Alors même pour moi, je suis Prandelli, surpris, Karim. Même moi. Padelli, Attends, mais je vais vous donner. à quoi tu pensais, Lorenzo, pour être honnête? Franchement, À l'autre franchement, à l'autre 4-2 de. J'avais pas ce que. Ah non, l'autre 4-2 avec mais non, qui ça fait 6 mai 2012, je l'ai dit Oui, mais 3 j'ai fois la compris. date. Bah ouais, mais j'ai pas. Je suis resté coincé sur celui-là. En plus, il était vraiment genre chaud, mais pas délire. Ah, c'est sûr, il est là. En plus, il En était plus, au nul, début, tu dis celui-là. Prandelli. Je me dis, attends, c'est Prandelli, il En a plus, raccroché les Bah oui, crampons. il est coach. Je me dis, même moi dans la tête. Prandelli, il est coach de l'Italie à l'Euro 2012. Il jouait, il était entraîneur-joueur. Ok, c'est chaud. Alors, bon, je vais donner la composition. De 2012, comme je l'ai dit 3 fois, Julio César Rocage, Walter Samuel, Lucio Zanetti, Maicon Yuto Nagatomo, la gueule de l'équipe, Freddy Guarin, Esteban Camiaso, Ricardo Alvarez, Aiki, Wesley Sneijder, Diego Milito qui met un triplé, et les entrants c'est Ivan Cordoba, Joel Obi et Gianpaolo Pazzini. Et Cordoba qui fait ses adieux à l'Inter. Segnato lors de ce Pazzini. match. Il marque Pazzini, non? Pazzini ne marque pas. C'est j'ai cru but que c'était de Maicon, Triplé de Milito et but de triplé Maicon. Ah, et mais oui, le but de Maicon, je suis trop bête. C'est la percée côté droit et la frappe de fou. Ouais, sur Amelia, Bon. et Amelia il part Ouais, rien. c'est bah, ça, c'est P5 ça. tu as transformé un tapin, mais il fallait mettre comme on dit les tapines ça se met. Et tu as mis le tapin. Donc il y a 5-1. Bon, pour la beauté, hein, pour au moins revenir au moins à 5-3. Qui est ce joueur? Alors là, je me suis fait plaisir. C'est pas rapport avec l'Inter et truc. Là, c'est un plaisir personnel. Je vais vous donner des clubs. Je vais vous en donner je vais vous en donner 3. Et moins vous trouvez, enfin, plus je vois que vous galérez, plus je vais vous en donner. Parce que c'est un joueur qui Mais a voyagé, on dira. c'est quoi le contexte? C'est un joueur de Serie A? C'est quoi? Il y a un C'est un contexte joueur de ou- Serie A. C'est Ok. c'est un joueur que j'aime. Enfin, c'est un joueur que j'aime. C'est un joueur que j'ai aimé, on va dire. Parce que il ne joue plus. Alors, j'ai joué au Milan. J'ai joué à la Roma. Et j'ai joué au Genoa. C'est 3 des clubs parmi. Hein. Dans cet ordre, il a fait. Mais il y a bien d'autres clubs. Donc j'ai joué au Milan, puis à la Roma, puis au Genoa. Après la Roma, j'ai aussi joué à la Juventus en 2012, où j'ai joué 17 matchs. Et entre mes 2 expériences au Genoa, elles ont été entrecoupées par mon passage à West Ham en 2014, où j'ai joué pendant 2 matchs. Pas un franc succès. Bertolacci? Non, il a pas joué à la Juve. Non. En 2016, je joue à l'Atalanta Bergame pour 15 matchs et 4 buts.
de 2002 à 2007, donc je joue au Milan. Enfin, j'appartiens au Milan plutôt, parce qu'en 2003, je joue à Empoli. En 2004-2005, je joue à la Gina. En 2005, je joue à la Samp. Et en 2006, je joue à Treviso. Puis ensuite, je pars au Genoa en 2007-2008 pour faire le Milan en 2008-2010, pour aller à la Roma de 2010 à 2015. Mais pendant ce passage, alors moi, je fais notamment la Juve, le Genoa, West Ham. Puis je pars au Genoa, où j'étais déjà passé, puis à Carpi, puis à l'Atalanta, puis à Cagliari de 2016 à 2017, où je joue 30 matchs. Destro. Non. Puis à la Spal de 2017 à 2018. Et puis je prends, entre guillemets, une belle retraite à Ibiza entre 2018 et 2019. C'est quoi cette folie là? Je suis un joueur qui a surtout. voyagé. Attends. Mon nom commence par un B. Borriello. Marco Borriello, bien joué, PC. Ah putain, bien joué. Franchement. Je pensais que vous l'auriez eu, parce que lui, lui et Longo, ils se battent pour avoir fait le plus de clubs dans leur carrière. Alors, je pensais à lui, mais en fait, c'est quand tu m'as dit Genoa, j'avais dit qu'il allait jouer à Genoa. Et j'avais complètement oublié. Ouais. Un joueur que je m'ai un peu, enfin, pas bien aimé, attention, je pas dit que c'est légende et tout, mais voilà, un joueur de romantisme que j'appréciais bien, notre ami Borriello, lors de ses passages Ah, P5, il va multiples en Italie. Comment? Bon, bah du coup, victoire 7 buts à 1, enfin victoire 7 buts. Victoire 7.1 de P5. P5, du coup, cette victoire, qu'est-ce qu'on en pense? Au Vinto, un quiz. Je sais pas quelle émotion je dois ressentir là. L'Inter gagne le Scudetto, je gagne un quiz. Et je gagne à l'euro million demain, les amis, et vous me voyez plus sur le podcast de la Benamat. Hein. Là, je pars faire la P5 fiesta qui gagne jusqu'au un bout de quiz. la vie. P5 tu vas remonter, je crois que tu seras du coup à 2/8 en ratio, donc tu feras mieux que Maxime. Ragazzi, un petit peu mieux. partiamo dalla Banter, finisciamo sul tetto dell'Europa. N'oubliez pas ça. Finito la bonne terre, tu restes dans le. Calma. Pour le moment, t'es plus Sassuolo pour le moment que Bologne. Donc, faudra un peu remonter le. Laisse le temps au temps. Laisse le temps au projet. Oui. De se mettre en place. Après, est-ce que tu auras toujours un Lorenzo qui fail à ce point-là, une mort subie? J'avoue, merci mon Lorenzo qui m'a aidé quand même à la victoire. Mais j'ai envie de te dire aussi, Karim, comme tu le disais, des fois, tu sais, quand tu es en difficulté, tu as besoin d'un coup de pouce. C'est ça, comme le carton rouge d'Araujo contre le PSG, tu vois. Exactement, c'est des faits de jeu qu'il faut le coup de provoquer. pouce, il est là. Ça y est, j'espère que la machine est lancée. Je vais pas trop parler, mais attendez-moi les prochaines fois. Je vais essayer de concrétiser, de capitaliser. J'ai pris une gifle comme Fratesi face à Calabria. Alors, Lorenzo, moi, comme dirait un certain philosophe, ce ne sont que quelques conseils, mais vraiment, il faut beaucoup moins traîner avec Maxime pendant les prochaines semaines. Si tu veux en tout cas améliorer ton ratio, parce que voilà, tu vois, tu fais le direct à la mort subite, au premier nom, ça c'est typiquement une Maxime. On sent l'influence de Maxime, tu vois, c'est un peu. P5, il gagne pas beaucoup, j'ai voulu l'aider, tu vois. En plus, je lui avais dit lors d'un de ses lives que je lui donnerais mes points. Si les Leverkusen ne gagnent pas le championnat, finalement ils ont gagné, donc il n'aura pas mes points. Non, mais tu vois, c'est comme ça, il fallait que je lui donne une victoire. Bon, messieurs, on va terminer ce podcast sur ça. Évidemment, comme vous en avez l'habitude, le bilan de fin de saison, on le fera après ce match contre les Hellas Vérone pour avoir toutes les stats au global sur les clean sheets, les buts, les passes décisives et tout. Et on fera différent de la saison dernière. On vous expliquera comment on va traiter ça. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci P5 pour le podcast. Merci Lorenzo pour le podcast. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine en tant que champion d'Italie et on le sera jusqu'à l'année prochaine. Ciao à tous! Merci à tous d'avoir suivi le podcast. N'oubliez pas de lâcher un like, de vous abonner et on se retrouve très prochainement pour un prochain podcast. Ciao tutti!